Et on est de retour avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir réservé votre première interview suite à votre audition hier par la commission d'enquête parlementaire créée dans le sillage de l'affaire Betaram. Vous êtes ministre d'État, numéro 2 du gouvernement. La semaine dernière, c'était le numéro 1, François Bayrou, qui était entendu. Betaram, c'est un scandale, c'est une affaire d'État. Ce qui est clair, c'est que le nombre de faits qui sont apparus au grand jour, la gravité de ces faits, évidemment, ça nous interpelle tous. Et moi, je l'ai dit dès le départ, ça montre aussi que l'État n'a pas été au rendez-vous pendant toutes ces années, qu'on n'a pas vu ce qui pouvait se passer dans certains établissements et qu'on a sans doute insuffisamment contrôlé ce qui s'y passait. Donc c'est quelque chose qui nous interpelle tous et qui appelle une réaction très forte. Il y a eu des défaillances de l'État. On a vu ensemble notre enquête. On sait aujourd'hui que François Bayrou a été alerté. Il y a eu un travail de la presse et de la commission d'enquête qui a permis de montrer ça. Je propose de réécouter ce qu'il disait au tout début des premières révélations à l'Assemblée nationale. C'était en février dernier. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Ce jour-là, il a menti à la représentation nationale, comme le disent certains députés? Je pense que François Bayrou, ce jour-là, il répond à chaud. Il est mis en cause par un député à un moment où on a des révélations des faits d'une gravité et d'une ampleur inimaginables. Et évidemment, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que personne n'a pu imaginer de tels faits. Mais quand même, la semaine dernière, il a reconnu sous serment devant la commission d'enquête qu'il avait été au courant de certaines alertes. À l'époque, il dit le contraire. Il dit « je n'ai été au courant de rien, ni de violence physique, ni de violence sexuelle ». Je pense qu'il a expliqué qu'il a été informé d'un fait de violence physique. On est en train de parler de faits qui se sont passés il y a plus de 30 ans. Et peut-être qu'au moment où il répond la première fois, il n'a plus ce fait en tête. Il s'est trompé, en fait. Il n'a pas menti, il s'est trompé. Vous voyez, si on met en perspective l'ampleur de ce qui s'est passé et qu'on découvre aujourd'hui à Betaram, mais dans des dizaines d'autres établissements, c'est évidemment quelque chose qui était inimaginable. Oui, vu ce que lui savait à l'époque, à la fois en tant que ministre, notable de la région, parent d'élèves, c'est quand même un sacré raté, non? Ce qu'il savait en tant que ministre, c'est la plainte qui est déposée pour des violences physiques sur un élève, et il déclenche une inspection de l'académie à ce moment-là, avec un rapport qui finalement conclut plutôt que finalement Betaram est un établissement qui fonctionne bien. Alors en effet, on l'a montré, ce rapport, c'est un rapport de 3 pages, des conclusions, vous le dites, qui sont plutôt favorables, mais quand même l'inspecteur reconnaît qu'il y a des faits de violence, cette gifle qui a perforé le tympan d'un élève, il reconnaît également ce fameux supplice du perron. Est-ce que sur la base de ces éléments, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque aurait dû pousser un peu son enquête? Si vous recevez aujourd'hui ce type d'alerte, est-ce que vous laissez ce rapport sans suite? On est évidemment à une autre époque. Qu'il puisse y avoir une gifle donnée par un personnel d'un établissement scolaire, qui perfore un tympan. Inimaginable. C'est inimaginable. Qu'il puisse y avoir des formes de sévices corporels sur les élèves, c'est inimaginable. Manifestement, à l'époque, ça n'a pas ému l'inspecteur. Quand même, il y a eu une condamnation par la justice. Ça veut dire que ça avait beau être une autre époque, c'était quand même pas admis par tout le monde, et en tout cas pas par la justice. Le rapport se conclut par un certain nombre de recommandations que le directeur dit mettre en œuvre, et je pense que personne ne soupçonne ce qu'est la réalité de Betaram à ce moment-là. Est-ce que le ministre de l'Éducation de l'époque, aujourd'hui Premier ministre, a fait preuve peut-être de négligence ? Je pense qu'il faut se dire que s'il a fait preuve de négligence, alors tous ses successeurs ont fait preuve de négligence. C'est lui qui a été destinataire de ce rapport, qui relève un certain nombre de faits assez graves. Ce rapport, aujourd'hui, évidemment, il y aurait une procédure disciplinaire immédiate, il y aurait sans doute un contrôle qui serait diligenté de façon beaucoup plus complète que ce qui a été fait à l'époque. Pendant la commission d'enquête, François Bayrou a expliqué que le surveillant Marie-Paul Debert, qui avait été condamnée en 1996 pour avoir perforé le tympan d'un élève, avait été licenciée suite à sa condamnation. Et on a les associations de parents d'élèves qui nous ont transmis ce listing du personnel de 1997 qui montre que non seulement il n'a pas été licencié, mais qu'il a même été promu
au poste de CPE, vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous savez, vous avez dans vos archives la vérité sur cette histoire? Alors, là, il s'agit d'un personnel, ça n'est pas un personnel de l'Éducation nationale. Moi, j'ai vu personnellement la lettre du directeur de Betaram au recteur Effectivement, on l'a vu qui aussi dans s'engage le documentaire. à licencier le personnel en question. Ce que ça montre, c'est qu'il faut faire des contrôles, des inspections comme ça avait été le cas en 1996, mais qu'il faut revenir derrière pour vérifier que les recommandations, et manifestement y compris les engagements qui ont été pris par le directeur, ont été tenus. C'est aberrant quand même qu'à l'époque, il n'y ait pas eu de contrôle pour voir si un surveillant condamné par la justice pour violence était toujours au sein d'un établissement. C'est surprenant qu'il n'y ait pas eu de contrôle, c'est même choquant, je pense, et c'est pour cela que désormais, il y aura des contrôles. C'était important de changer de culture, de faire ce que j'ai présenté dans le plan au mi-mars, c'est d'avoir des remontées de tous les faits de violence dans les établissements privés comme dans les établissements publics, avec l'outil qui permet de faire remonter ces faits rapidement, fait établissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, dans les établissements publics, on a une obligation de remonter les faits de violence, ce qui n'est pas le cas dans les établissements privés. Alors, ça peut paraître aberrant, mais ça n'est donc pas le cas, c'est la réalité, et un décret a été validé par le Conseil d'État et formalisera cette obligation pour l'avenir. Donc c'est le directeur d'établissement qui devra faire remonter ces éléments. Absolument, comme ça se passe pour les établissements publics, c'est-à-dire quand on a des faits de violence dans un établissement, évidemment, il faut le remonter. Mais là, en l'occurrence, à Betaram, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose, puisqu'on a vu que le directeur de l'établissement, le père Caricard, a été lui-même accusé de viol. Il n'allait pas faire remonter lui-même et s'auto-incriminer. On a heureusement progressé par rapport à cette époque, et je pense qu'il y a un numéro très important que chacun doit avoir en tête, le 119 sur qui existait déjà à l'époque de Betaram. Oui. Très bien. Écoutez, en tout cas, je pense qu'avec ma collègue en charge de la famille et de la protection de l'enfance, Catherine Vautrin, on va faire le maximum pour que ce numéro soit connu. Moi, je vais m'assurer qu'il est affiché dans tous les établissements, et il y aura des contrôles inopinés pour le vérifier. C'est à la hauteur de l'enjeu, vous pensez ? Franchement, moi je vous dis, ce qui apparaît est d'une violence inouïe. Et ce que les anciens élèves, les victimes, nous disent aujourd'hui est impensable. Donc, ma responsabilité, et c'est ce à quoi je m'emploie, c'est de tout faire pour que ça ne puisse plus se reproduire. Vous voulez multiplier les contrôles. Il y a un rapport parlementaire qui a été publié l'an dernier qui expliquait que les établissements privés étaient 10 fois moins contrôlés que les établissements publics. Au rythme actuel, 5 contrôles par an pour 7500 établissements. La fréquence de contrôle d'un établissement privé est d'une fois tous les 1500 ans. Ce sont les chiffres que vous constatez, vous, au ministère de l'Éducation nationale ? C'est les ordres de grandeur, c'est tous les établissements privés sous contrat. C'est hallucinant quand même. Quelle qu'en soit la nature. Donc, moi, je fais le constat qu'il n'y a pas eu de contrôle pendant des décennies, alors qu'on engage 10 milliards d'euros chaque année dans le financement de ces établissements privés sous contrat. La première alerte de la Cour des comptes date de fin 2023, et ce rapport pointe effectivement qu'il n'y a quasiment pas de contrôle dans ces établissements. En tout cas, c'est quelques unités par an. Donc les établissements scolaires privés qui touchent beaucoup d'argent public, ce sont des zones de non-droit, jamais contrôlées. Enfin, je ne vais pas dire que ce sont des zones de non-droit, ce sont des zones qui ne sont pas contrôlées, qui n'étaient pas contrôlées, et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait renforcer les moyens de nos académies pour qu'elles puissent réaliser ces contrôles. Et pour l'année 2025, 1000 contrôles vont être réalisés, 500 sont déjà réalisés ou en cours. Alors, il y a quand même certains établissements privés qui sont contrôlés très régulièrement. Il en a été question hier lors de votre audition par la commission d'enquête. C'est par exemple le lycée Averroès, qui est un établissement musulman, qui était sous contrat avec l'État, qui avait perdu son contrat. Ça a été rétabli par la justice. Et vous-même, vous avez demandé à ce que le lycée Averroès n'ait plus de contrat avec l'État. On a interrogé le directeur, Éric Dufour, et voilà la question qu'il voulait vous poser. Madame la ministre, comme vous le savez, le lycée Averroès a récemment recouvré son contrat devant la justice administrative, qui a rétabli l'honneur du lycée, qui a dit le droit.
Ainsi, comment expliquez-vous ce que nous vivons comme un acharnement, comme une différence criante de traitement avec d'autres établissements? 17 inspections pour le lycée Averroès depuis 2008 et aucune Il y a eu à Bétharram différents qui s'appelle contrôles. Boramo aujourd'hui, l'Institut Boramo. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Il y a eu différents contrôles sur le lycée Averroès, des contrôles des services fiscaux, des contrôles de la Chambre régionale des comptes, qui visaient à comprendre d'où venait un certain nombre de financements. Et 17 contrôles Vous voyez, de l'éducation nationale qui n'ont relevé aucun manquement majeur permettant de justifier un retrait de contrat. Pour répondre à ce chef d'établissement, quand des inspecteurs sont arrivés devant l'établissement, ils se sont vus refuser l'entrée dans l'établissement. Moi, je considère que c'est inacceptable et c'est peut-être un message à tous les établissements qui pourraient faire l'objet de contrôle, c'est qu'un refus de contrôle, ça justifie, à mon sens, une résiliation, c'est une perte de confiance avec l'établissement. En tout cas, il y a eu 17 inspections depuis 2008 au lycée musulman Averroès. 0 mise en demeure suite à cette inspection, ce qui n'est pas le cas de certains autres prestigieux établissements catholiques, comme l'Institut Boramo, qui est le nouveau nom de Notre-Dame de Bétharram. Vous avez vous-même diligenté une enquête là-bas, sur place, et effectivement, il y a plusieurs défaillances graves qui ont été mises au jour. Les enseignements relatifs aux valeurs de la République sont peu développés, voire absents, notamment les principes d'égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations et la laïcité, célébrations et prières obligatoires organisées sur le temps scolaire, ce qui est normalement proscrit. Aucun signalement n'a été effectué depuis 2016, alors que 2 cas d'agression sexuelle ont été portés à la connaissance de l'établissement. Problème de contrôle des casiers judiciaires des intervenants extérieurs également. Au total, il y a eu 10 mises en demeure. Est-ce que toutes ces défaillances suffisent pour rompre le contrat avec Boramo, qui est, je le rappelle, le nouveau Bétharram? D'abord, ça montre que l'inspection que j'ai décidée mi-février, qui s'est déroulée au mois de mars, a été faite sérieusement. Et évidemment, ces mises en demeure vont être suivies. Il y aura un contrôle qui va être mis en place. Mais tout ça, là, pas de remontée des signalements d'agressions sexuelles, des prières obligatoires, ça ne suffit pas pour rompre un contrat avec cet établissement dont on connaît le passif? Il se trouve, par exemple, sur les cas d'agression sexuelle, que ce sont des agressions d'élèves sur élèves qui ont fait l'objet d'échanges avec la gendarmerie. Ce qui n'est pas vraiment grave. Non, qui ont fait l'objet d'échanges avec la gendarmerie. Donc, l'établissement n'a pas caché ces faits, mais par contre, n'a pas fait un signalement au procureur pour alerter sur ces situations. Donc, il y a en effet des faits, des procédures qui ne sont pas respectées par l'établissement aujourd'hui, et on a donné un délai très court à l'établissement pour se mettre en conformité sur tous ces points. Vous pourriez, à terme, rompre le contrat de l'État avec l'Institut Boramo? Mais ce qui est très clair, c'est que les mises en demeure, elles correspondent à des non-respects de la réglementation. Il faut respecter la réglementation. Sinon? Et sinon, comme on est dans un établissement sous contrat, on réunit la commission qui peut prononcer la résiliation du contrat. Ça met quand même un peu plus de temps que pour le lycée Averroès. Ça a pris du temps sur le lycée Averroès aussi. Il y a eu une commission de concertation qui s'est réunie et qui a débouché sur la résiliation du contrat. Alors, vous l'avez dit, vous portez un plan pour proscrire toute forme de violence dans l'éducation, et pas seulement les plus graves, et pas forcément tout ce qu'on a vu à Bétharram. Et justement, à la commission d'enquête parlementaire, il y a eu aussi un débat sur ce que certains appelle la tape éducative, c'est le cas du Premier ministre, et il a été question peut-être la claque la plus célèbre de la Ve République, c'était en 2002, François Bayrou qui avait baffé un jeune de 11 ans qui lui faisait les poches. Écoutez ce qu'en a dit le Premier ministre. C'était pas du tout une claque violente, c'était une tape, en effet, de père de famille. C'était un geste éducatif, et je le maintiens encore aujourd'hui. Alors, c'est pas conforme au canon de... Mais c'est la vérité de la vie. Est-ce qu'il y a des tapes éducatives pour la ministre de l'Éducation nationale? Pour moi, il n'y a pas de tape qui soit éducative, donc on ne partage pas le même point de vue sur ce sujet avec le Premier ministre. Est-ce que ça ne perturbe pas un petit peu le message? On est dans un moment où vous-même, vous portez un plan pour proscrire toute forme de violence éducative, et vous avez le Premier ministre qui vous savonne un peu la planche en disant bon, une petite tape éducative, c'est quand même pas bien grave. Vous savez, je pense que le Premier ministre, il a réagi très tôt, y compris quand il était ministre, par 2 circulaires
qui alertait sur la nécessité de former les personnels éducatifs, de les sensibiliser aux enjeux de violence physique, de violence sexuelle. Donc je n'ai pas de doute que le Premier ministre, il souhaite qu'on fasse tout pour que des drames comme ceux qui se sont produits à Betaram et dans d'autres établissements ne se reproduisent plus. Vous en avez parlé de ça, vous lui avez dit, peut-être éviter de dire que l'étape éducative, c'est pas mal. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais voilà, je pense que vous lui direz vraisemblablement, oui. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'avoir accepté notre interview. Merci. La semaine prochaine, pas de complément d'enquête, mais on se retrouve dans 15 jours avec un portrait de Rachida Dati. Vous vous entendez bien avec votre collègue de la culture? Absolument. Puncheuse, un style assez particulier. Voilà. Direct, oui, je confirme. Vous nous regarderez, j'espère. Certainement. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis.